Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 120, il me semble. Comme d'habitude pour les news technologiques et informatiques de la semaine, je vous propose de commencer tout de suite. Au niveau des news d'ailleurs, petit résumé, vous avez la table des matières évidemment dans la description. Il y a Google qui a racheté Fitbit, vous avez sorti de hardware, nouvelle carte graphique, nouveau processeur chez Intel, enfin nouveau. Et puis aussi une énorme news sur ce qu'on appelle les YouTube P-Score. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va commencer. Donc, le P-Score, c'est un truc que YouTube avait parlé dans une vidéo marketing. C'était pas une vidéo destinée pour vous ou pour moi, c'était une vidéo destinée pour ceux qui prennent des pubs sur YouTube. Ils avaient parlé du P-Score. Le P-Score, c'est en gros un score qui donne à chaque chaîne pour dire, ok, plus le score est haut, plus ils sont genre bien. Genre, mettez des pubs dessus, c'est génial. Ils ont aussi plus de recommandations de leurs vidéos et tout ça. Genre, plus le score est haut, mieux c'est en gros sur YouTube. C'est le score de l'algorithme en quelque sorte. Et du coup, ben, cette vidéo marketing, beaucoup de gens avaient été énervés à l'époque parce qu'ils étaient en mode, genre, on aimerait savoir ce P-score de nos chaînes. Et récemment, il y a quelques youtubeurs, là leur nom, ont découvert que le P-score était affiché dans le code de chaque vidéo YouTube et ils pouvaient le trouver. Donc, vous voyez là, Channel P-score, et puis c'était un chiffre qui indiquait le P-score. Et du coup, ben, ils ont pu regarder, avant de révéler ça, ils ont pris un maximum de chaînes, toutes les grosses chaînes globalement, ils ont regardé leur P-score. Donc ils ont vu par exemple que les chaînes qui venaient de la TV, qui venaient sur YouTube, avaient des excellents P-scores, comme par hasard, et que toutes les chaînes un petit peu plus family-friendly avaient des meilleurs P-scores, et puis évidemment d'autres chaînes moins family-friendly avaient un P-score plus petit. Donc, logique en quelque sorte. Il faut savoir aussi que si vous avez un P-score au-dessus de 800, vous avez aussi les meilleures pubs Google. C'est celles qui sont réservées vraiment aux meilleurs créateurs. Ils ont aussi remarqué qu'en gros, le P-score souvent évoluait selon le nombre d'abonnés, mais n'était pas forcément lié au nombre d'abonnés. Donc, notamment, si vous avez 1 million d'abonnés, normalement, si vous ne faites pas de conneries, que vous uploadez des vidéos constamment, c'est aussi un truc très important. Vous avez un P-score au-dessus de 800. Si vous aviez plus de 20 millions d'abonnés, ou plutôt 10 millions d'abonnets, vous avez un P-score au-dessus de 900 qui des fois peut pointer jusqu'à 1000. Et si vous avez par exemple, je sais pas moi, plus de 100 000 abonnés, vous aviez un P-score au-dessus un peu plus de 100 000, 700 il me semble. Donc c'était vraiment linéaire quoi. Plus vous avez d'abonnés, mais aussi plus si vous êtes régulier ou family friendly encore une fois, plus votre P-score est haut. Donc ça c'était le premier truc affiché. L'autre truc qui était affiché c'était le channel rating, ou plutôt le vidéo rating. Donc en gros, c'est un chiffre, ou plutôt non, une lettre qui est donnée pour chaque vidéo pour dire ok, cette vidéo-là, elle est ratée C pour bien, ou B pour encore mieux. Et puis genre, si elle est pas bonne, en gros, si elle est pas du tout, elle parle de violence ou autre chose, elle est ratée X. Voilà. Et du coup, ça c'est le truc qu'encore plus de gens étaient énervés, parce que ça c'est quelque chose que, quand YouTube démonétise une vidéo, ils disent pas vraiment pourquoi. Ils disent juste genre, non, vous êtes démonétisé. Alors que en réalité, dans le code, ils ont ce système de rating. Donc ils auraient juste à mettre ce système de rating dans le gestionnaire de vidéos YouTube pour que les gens puissent s'en rendre compte. Sauf que sinon, c'est caché. Donc évidemment, quand la vidéo a été postée, ça a été patché en moins de 2 heures, pour information. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la rapidité de ça. C'est extrêmement rapide. Surtout que YouTube, des fois, ils mettent du temps à corriger des trucs. Donc là, c'est genre, comme c'est bizarre. Donc ils veulent pas que les gens aient le P-score et le vidéo rating. Ce qui est vraiment problématique, parce que ces deux informations devraient être données aux youtubeurs, surtout que le P-score apparemment s'update tous les X mois. Donc c'est pas quelque chose qui change tous les jours, que vous pouvez expérimenter et puis essayer de traficoter, vous voyez. Genre il faut expérimenter pendant des mois pour voir des changements. Donc c'est pas comme si quelqu'un pouvait exploiter l'algorithme, parce que le temps qu'ils mettent plusieurs mois à comprendre comment ça marche, il aura changé depuis. Donc beaucoup de gens se sont plaints. En gros, c'est moi en tant que youtubeur, j'aimerais avoir ce P-score. J'aimerais avoir aussi ce vidéo rating. J'aimerais savoir ce genre d'informations. C'est des informations que, en tant que youtubeur, on devra avoir. Ou alors, on devra avoir moins une indication, dire, ok, vous êtes quand même au-dessus de 700 ou au-dessus de 800. Ou peut-être donner une lettre. Vous voyez, genre, ah, votre P-score est A+, ou il est juste B. Comme ça, les gens peuvent se dire, ok, il faut que j'améliore ça. Et non, ce n'est pas le cas. Donc ouais, c'est vraiment une honte. Et c'est vraiment, ça montre à quel point ils veulent cacher cette information qu'ils l'ont patché en moins de 2 heures. Donc encore une fois, YouTube continue de faire son pas très respectueux, parce que même pour vous, c'est intéressant d'avoir cette information, parce que ben, les YouTubeurs peuvent mieux réagir
Le truc, c'est qu'avec YouTube, maintenant, c'est plus une question de créer un bon contenu. C'est une question qu'il faut créer un bon contenu qui correspond à l'algorithme, vous voyez? Et c'est juste, non, c'est n'importe quoi. Enfin bref, vraiment une honte. Ensuite, autre news, c'est au niveau de NordVPN. Si vous ne savez pas, NordVPN a été hacké en 2018. Alors, déjà, je tiens à préciser, j'ai déjà fait des contenus sponsorisés pour NordVPN, je tiens à le préciser. Toutefois, tout ce que je dis là n'a rien à voir avec un contenu sponsorisé. Je ne suis pas payé actuellement pour dire « Oh non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas » ou autre chose, je tiens à le préciser. Là, je suis là pour traiter réellement l'actualité, mais tenez compte que j'ai déjà fait des contenus sponsorisés pour NordVPN. Tenez compte aussi que j'allais normalement faire un contenu sponsorisé pour NordVPN, mais que je l'ai mis en pause, vu cette actualité. Et du coup, je vais vous parler un petit peu justement de ce qui s'est passé. Donc, en gros, vous avez le blog qui est plutôt complet de NordVPN. Après, leur blog est un petit peu en mode « Ouais, c'est pas vraiment de notre faute, hein, quand même. » Même si selon moi, c'est un peu de leur faute. Mais en gros, la source du problème, c'est leur fournisseur de serveur. Donc, le janvier, ils ont mis en ligne un serveur. Donc, leur fournisseur de serveur a mis en ligne un serveur en Suède, pour information. Et le 5 mars, plus ou moins, apparemment, c'est là que l'accident sera arrivé. Donc, le hack. Et en gros, ce hack est dû au fait que le fournisseur de serveur a oublié de fermer un panel d'accès. Donc, c'était même pas vraiment un full hack, on va dire. Donc, il y avait un panel d'accès qui était vulnérable et que les hackers ont pu utiliser pour accéder au serveur. Donc, c'est clairement dû c'est la faute du fournisseur de serveur ici. Mais après, j'en parlerai un petit peu plus que certaines choses que NordVPN aurait pu faire. Du coup, apparemment, le 20 mars, le compte vulnérable a été retiré. Donc, ce panel a été retiré. Et NordVPN a appris du problème, genre vraiment assez tard. Ils ont appris, voilà, ils ont été informés de cette brèche le 13 avril 2019, donc pratiquement un an après. Donc ici, oui, il y a clairement un problème avec le fournisseur de serveur. Donc le moment où d'ailleurs où ils ont découvert le problème, ils ont détruit le serveur, comme il dit, donc en gros ils l'ont reset, hein, ils l'ont plus utilisé. Et donc ouais, clairement le problème vient du fournisseur de serveur. Toutefois, plusieurs problèmes avec, selon moi, NordVPN. Le premier problème, c'est qu'ils ont découvert la faille le 13 avril et on en apprend seulement maintenant, des mois après. Alors, ok, ils ont une enquête, ils ont le droit de faire une enquête interne. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en Europe, on a le GDPR. C'est une loi qui protège les données et tout ça. Et que selon la loi du GDPR, quand une faille de sécurité est découverte comme ça par n'importe qui, grosse société comme ça qui gère des données, ils sont obligés de le dire à l'Union européenne, tout simplement. Donc il y a un organisme qui est prévu, ils ont même, normalement, ils sont obligés d'avoir un spécialiste, dans chaque grosse compagnie, ils sont obligés d'avoir un spécialiste rien que pour ça, qui est là pour déjà assurer la sécurité des données des gens, et aussi dire s'il y a eu un problème. Donc déjà là, je trouve qu'il y a un problème. Le timing est mauvais, genre ils ont mis des mois. Déjà, ils ont eu des mois, ça a mis des mois pour qu'ils savent le problème. Bon, encore une fois, ça, c'est pas techniquement de leur faute, même si vous êtes un fournisseur de VPN, vous devriez avoir peut-être, je sais pas moi, des experts qui checkent un petit peu tous les systèmes pour vérifier que tout va bien et il faut toujours, selon moi, ne jamais faire trop confiance à ses partenaires commerciaux. Il faut toujours vérifier qu'ils ne fassent pas d'erreur derrière. Donc, vous pourriez argumenter qu'ils auraient pu déjà faire ça. Deuxième problème, c'est qu'ils ont mis du temps à genre faire leur enquête interne. Selon moi, genre, ça devrait être leur priorité numéro 1. En même pas quelques semaines, ils auraient déjà dû voir, ok, l'étendue des dégâts, l'étendue du problème, et directement le dire aux gens. Ils ont mis des mois. Donc ça, c'est un autre problème. Et troisième problème, c'est un peu leur communication. En gros, ils ont posté le blog. En gros, déjà, c'est pas eux qui ont communiqué sur le problème. Il y a eu une fuite d'informations et c'est un site d'actualité qui a communiqué sur le problème et puis après NordVPN a répondu. Donc ça, c'est un gros problème. Ils auraient dû communiquer. Ils auraient dû dire, ok, écoutez, on a eu un problème avec un de nos serveurs et puis expliquer ce blog-là, quoi, mettre ce blog-là directement. Mais ils ne l'ont pas fait tout de suite. Et ils ont mis du temps à mettre ce blog. Et aussi, si vous êtes client NordVPN, je suis client NordVPN, je n'ai pas reçu de mail, moi. Je n'ai reçu aucun mail pour me dire, écoutez, on a eu un problème, mais voilà ce qui s'est passé réellement, et voilà pourquoi ce n'est pas forcément un problème pour vous. Ils n'ont pas fait. Donc pour moi, beaucoup de problèmes. Ils ont mis quelques tweets, mais voilà, sur leur site, il n'y a rien. Il y a juste sur le blog, en gros, vraiment, et sur le Twitter. Donc, mon plus grand problème, c'est vraiment
le manque de communication de la part de NordVPN. Maintenant, si vous utilisez NordVPN, déjà, il y a mon téléphone qui sonne, je peux comprendre parfaitement que vous êtes en mode « Ok, non, j'ai plus envie d'utiliser NordVPN ». Je comprends parfaitement. Après, personnellement, je suis chez NordVPN, je vais continuer d'utiliser pour la simple et bonne raison que cette faille n'est, comme j'ai dit, déjà elle est patchée, elle n'était pas due de leur faute, et surtout, personnellement, je ne crois pas qu'elle ait posé vraiment d'énormes problèmes, hein, parce qu'en gros, ils ont récupéré quelques certificats qui leur permettaient de se faire passer pour un des serveurs, sauf que c'était un serveur qui était en Suède, et personnellement, je ne me suis jamais connecté à un des serveurs suédois de NordVPN, donc voilà. Et ouais, personnellement, il y a clairement des problèmes, il y a clairement des gens qui ont pu avoir des problèmes. Je pense notamment à des gens qui habitent peut-être en Suède, ou des gens qui ont été se connecter à un serveur suédois, peut-être ont eu, pendant ce temps-là, peut-être que le serveur a été imité et qu'il y a des données qui ont été récupérées. Après, tenez compte que beaucoup de données maintenant sur le web sont chiffrées, en plus du chiffrage de NordVPN. Après, tenez compte que le chiffrage que faisait NordVPN, évidemment, ne tenait plus en place, vu que les hackers avaient récupéré une clé pour déchiffrer les données pour ce serveur en particulier. Vous avez un cadenas sur tous les sites, normalement, sur tous les navigateurs, qui vous dit « Ok, il y a un certificat, tout est chiffré ». Toutefois, évidemment, tous les sites n'en ont pas forcément, mais la plupart des gros sites où vous avez, par exemple, votre carte de crédit, des informations assez privées, l'ont. Mais ils l'ont pas tous, et c'est pour ça que des fois, selon moi, il y a toujours l'intérêt d'un VPN. Je pense notamment à l'administration belge. L'administration belge n'a pas toujours des sites sécurisés, bizarrement. La plupart des gros sites belges ont un site sécurisé, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des sites belges officiels qui n'ont pas de certificat. Mon école aussi avait un e-campus, c'était un campus en ligne. Il n'y avait, il y avait aucun certificat, il n'était pas sécurisé. Donc ouais, il y a certains sites où ça a pu poser problème. Donc ça à vous de voir un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut retenir, quoi qu'il arrive, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de problème. C'est fini. Le certificat n'est plus valide. Il a expiré en 2018. Donc, ça veut dire que les hackers n'ont plus qu'utilisé en 2018. Ça a expiré. Il n'y a plus vraiment de problème. Toutefois, ils ont dû récupérer certains trucs ou autre chose. Et c'est ça le problème. Notamment si vous avez peut-être utilisé un serveur en Suède. Et encore une fois, le problème, c'est le manque de communication. Donc, personnellement, je vais continuer d'utiliser NordVPN parce que j'aime bien le service et que selon moi, il n'y a pas de faille de sécurité à proprement parler pour le moment. Toutefois, pour que je refasse des pubs dessus, j'attends qu'ils communiquent un petit peu plus, qu'ils disent « Ok, j'ai envie de voir en fait ce qu'ils vont faire et après prendre une décision derrière si ils prennent assez d'actions derrière pour justement peut-être communiquer un petit peu plus et tout ça. Bien, je referai certainement des pubs. Mais sinon, peut-être que oui, j'arrêterai de faire des pubs pour eux. Donc voilà, je tenais à le préciser par rapport à la chaîne. Ensuite, autre news, on passe à des trucs totalement différents. Google a racheté Fitbit pour Minecraft. Non, je rigole ici. Ils l'ont racheté pour 2,1 milliards de dollars, ce qui est à peu près le même prix que Minecraft. Enfin, moi j'ai acheté Minecraft pour 15 €, donc je sais pas. Ça me semble un peu cher. D'ailleurs, je pouvais acheter des montres Fitbit sur Internet pour une centaine d'euros. Donc je sais pas pourquoi ils ont payé 2,1 milliards. C'est une blague qui traîne beaucoup sur Internet. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Bref. Du coup, Fitbit, fabricant de montres connectées, beaucoup de trucs orientés au niveau du rythme cardiaque, du sport et tout ça, racheté par Google. Ce qui est pas très étonnant parce que ça, c'est... J'en discutais justement l'autre jour avec Ryan, qui s'est acheté une Apple Watch. Et le truc qu'on se disait, c'est que au final, vous avez, au tout début des smartwatches, vous avez Google qui a sorti ses smartwatches sur Android Watch ou Wear. Voilà, Android Wear. Et genre, bon, c'était pas parfaite, mais ça allait plutôt bien. Et puis vous avez Apple qui avait sorti son Apple Watch. Elle était plutôt meh. Mauvaise batterie, elle avait même pas d'Always On Display, et l'OS était genre vraiment bof, surtout au niveau navigation. Et au fil des années, Android Wear, j'ai l'impression n'a presque pas évolué. Genre vraiment, il y a presque rien qui s'est passé. Et par contre, Apple a continué à améliorer, et maintenant vous êtes dans une situation où genre Android Wear est nul, vraiment. Ça ne vaut pas la peine d'acheter une montre Android. Il y en a qui diront oh non, c'est pas vrai, moi j'adore ma smartwatch Android. Génial, alors, c'est génial, mais vous devez avouer que maintenant, Apple fait beaucoup de choses au niveau des smartwatches bien mieux. Et surtout maintenant avec leur dernière smartwatch, je vous rappelle la série 5, ils ont l'Always On Display, ils ont tout
exactement comme les meilleurs smartwatches au niveau Android Wear. Même si certaines smartwatches, par contre, je le dirais, au niveau Android Wear, sont beaucoup plus belles à regarder. Genre, elles ressemblent plus à des vraies montres, certaines. Elles ont un truc arrondi et tout ça. Donc, voilà, il y a encore un petit peu de trucs que... Bon, après, Apple a décidé de faire un truc reconnaissable, parce que ça, Apple, ils veulent pas. Ils veulent pas une montre qui ressemble à une montre. Ils veulent une Apple Watch, que tout le monde reconnaît directement. Mais bon, dans tous les cas, c'est assez marrant de voir que les positions se sont renversées assez bien quand même. Et du coup, le but ici de Google, c'est clairement de renverser la situation. Donc, racheter Fitbit leur permettra d'avoir tout simplement des meilleurs smartwatches et de faire leur propre smartwatch. Ce qui est... Parce que je pense qu'ils se disent en mode, ok, tous les fabricants de smartwatches font n'importe quoi, il est temps qu'on les fasse nous-mêmes, tout simplement. Je leur fais assez confiance sur le sujet, même si le truc avec Google, c'est que ces dernières années, personnellement, je ne sais pas vous, mais ces dernières années, je pense que Google est un petit peu mais. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets où ils se débrouillent très bien, mais d'un point de vue genre technologie aux alentours du téléphone et tout ça, genre Android évolue, mais il n'y a pas eu de grosse révolution sur Android, mais ça va encore Android, il n'y a pas trop de problèmes. Les pixels sont bien, mais ils pourraient être mieux. Et pour le reste, les smartwatches, ouais, Android Wear, voilà. Android TV, ça va encore un petit peu, mais ça pourrait être mieux. Android sur les voitures, mais... Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal en ce moment, et du coup, j'espère que ce rachat va les aider, et que ça va leur donner un bon coup et leur permettre de designer des bons produits, parce qu'il faut de la concurrence. Il faut une excellente smartwatch qui coûte moins cher que l'Apple Watch pour que Apple ait le feu sous les fesses et essaie de faire encore mieux, même si des fois Apple s'en fiche et continue de faire ce qu'ils veulent. Mais ouais, il nous faut de la concurrence. Après, je ne sais pas si forcément Google y arrivera parce que, comme je le dis, ces derniers temps, ils ont un peu du mal. Vous avez, par exemple, Google Stadia qui doit arriver et je ne suis pas encore convaincu avec Google Stadia pour la simple et bonne raison que il faudra acheter des jeux sur Google Stadia et vous ne pourrez pas les utiliser sur votre PC normalement. Donc vous devez acheter des jeux sur un service qui va aussi bien disparaître d'ici 2 ans. Donc ouais, c'est un petit peu la même chose ici. Aussi bien ils vont sortir une bonne smartwatch et puis juste ils vont plus rien faire pendant 2 ans et votre smartwatch deviendra obsolète parce qu'ils la mettent plus à jour ou je ne sais quoi. Donc ouais, ce sera quelque chose d'avoir sur le temps. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'ailleurs, c'est pas les seuls trucs que Google a un petit peu raté ces derniers temps. Oui, il y a tout ce qui est au niveau Nest aussi où c'est plutôt genre un peu bancal. Le seul truc où vraiment ils se débrouillent par contre, c'est l'assistant Google, je dirais. Et c'est à peu près tout. Même les voitures qui conduisent d'elles-mêmes sont énormément en retard. Donc ouais, faudra voir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que je suis le seul à penser que Google a un petit peu du mal en ce moment? Même si évidemment ils font énormément de trucs, donc c'est dur de garder en tête tout ce qu'ils font. Et évidemment, sur certains domaines, ils se débrouillent certainement mieux. Il y a par exemple sur tout ce qui est quantique, ordinateur quantique, il y a une news là-dessus, mais je ne l'ai pas mis pour cette semaine-ci. On en parlera peut-être une autre fois, parce que c'est une news plutôt quand même complexe, on va dire. Donc ouais. Ensuite, l'i9 9900 KS de Intel est sorti. Donc je vous rappelle, c'est un i9 9900K spéciale édition, donc il a un meilleur boost, il peut booster, donc il a une fréquence de base de 4,0 GHz et il peut booster jusqu'à 5 GHz, plus gros TDP, et une légère augmentation de prix. Aussi un énorme changement que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il a garanti 1 an au lieu de 3 ans, donc oui, vous perdez en garantie avec ce processeur. Après, tenez compte que la plupart du temps, les processeurs, vous n'utilisez jamais la garantie d'un processeur. Vous l'utilisez seulement si vous le recevez et qu'il a un problème directement. Si vous le recevez et qu'il marche bien, vous n'utiliserez certainement jamais la garantie du processeur. Mais il faut quand même en tenir compte. Et je trouve ça un peu salaud qu'ils ne mettent pas 3 ans de garantie. Et puis oui, du coup, dès que vous activez du coup, le méga turbo de Intel, hein, il peut booster à 5 GHz directement sans trop vous préoccuper. Et c'est à peu près tout ce qui change, franchement. Il consomme beaucoup d'électricité, mais comme c'est une version où il trie, en gros, si vous ne savez pas, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les Core i9 9900K sont triés, évidemment, pour voir les meilleurs. Les moins bons deviennent peut-être des Core i7 9700, vous voyez. Et puis, les meilleurs deviennent des Core i9 9900K.
Et les encore meilleurs, justement, ils les ont gardés pour cette situation. Donc, même si ça consomme plus, ils sont quand même plutôt efficaces. Ils sont même plus efficaces que les Core i9 9900K à la même fréquence, vous voyez. Alors, s'ils sont tous les deux à la même fréquence, le 9900KS aura besoin de moins de voltage et sera plus efficace, ce qui est logique en réalité. Mais quand même, ouais, visiblement, c'est la réponse d'Intel face à la nouvelle génération de Ryzen, donc le 3900X et tout ça. Donc ça reste, et c'était le cas du 9900K, ça reste le meilleur processeur pour jouer. Vraiment. Après, comme d'habitude, je continue de dire d'en tenir compte. Vous pouvez prendre le Core i5, je ne sais plus, c'est le 9600K. Si vous voulez vraiment les meilleures performances en jeu, il coûte moins de 300 € et il est très proche des performances d'un 9900K dans la plupart des jeux. Vous avez aussi Ryzen de 3e génération, ou plutôt techniquement 2e génération. En tout cas, le 3600 par exemple est aussi excellent dans les jeux vidéo. C'est toujours ce que je dis aux gens, c'est que oui, c'est le meilleur. Il est peut-être 5% meilleur, vous voyez. Mais s'il coûte 100 € plus cher qu'un processeur qui a le même nombre de cœurs et qui est 5% moins performant dans les jeux vidéo, ces 100 €, vous les mettez dans une carte graphique. Et là, vous aurez une différence de 10%, 15% avec la carte graphique. Donc ouais, toujours tenir compte de ça. Tenir compte aussi que beaucoup de tests de processeurs sont faits en Full HD pour montrer l'impact du processeur. Mais dans la vraie vie, vous, si vous avez un processeur à 500 €, vous avez peut-être un écran 1440p, et sur un écran 1440p, l'impact du processeur est moindre, parce que il limite moins, tout simplement. Donc ouais, quoi qu'il arrive, comme je le dis, le meilleur processeur pour les jeux vidéo, après avoir à vous de l'acheter. Si vous aimez overclocker, limite le 9900K est selon moi un meilleur choix, parce que genre, vous pouvez l'overclocker pour atteindre ce niveau de performance. Si vous voulez par contre un truc qui fonctionne directement sans trop bidouiller, oui, alors oui. Et si vous avez le budget, que vous êtes en mode je joue que à des jeux vidéo, oui, ça peut être un bon processeur. Mais encore une fois, discutable. Et enfin, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous inviterai à la regarder. La GTX 1660 Super est sortie, vous avez plein de reviews. Il y a aussi la 1650 Super qui doit sortir, d'ailleurs, pour information. Et celle-là, ou c'est la... Non, oui, c'est la Super. Elle ne sort pas tout de suite, donc il n'y a pas encore de review, il n'y a rien. Donc, pour ceux qui se demandent le niveau de performance, on ne sait pas. Donc, on verra bien quand aussi AMD aura sorti un petit peu des cartes graphiques. Mais pour le moment, la conclusion, pour ceux qui ne veulent pas aller voir l'autre vidéo, c'est qu'elle est pratiquement au niveau de performance d'une 1660 Ti, mais elle coûte moins cher, elle coûte environ 250 €, et c'est selon moi, un assez bon choix à 250 €. C'est pas un mauvais choix du tout. Et d'ailleurs, la 1660 Ti, vous ne devriez plus l'acheter, parce que j'ai regardé sur Top Achat, vous avez des RTX 2060 non super, la 2060 de base, vous l'avez à 300 €. Genre, j'en ai même vu une en promotion à 299 €, je crois, 298. Genre, prenez-les. Voilà. Les 1660 Ti, arrêtez de les prendre. À part si vous pouvez l'avoir au même prix qu'une 1660 Super, ok, là, ça vaut la peine. Mais sinon, non, arrêtez de les acheter. Ça vaut vraiment pas la peine. Donc, ouais. Et enfin, une dernière news, vous allez le voir. J'ai commencé à mettre des liens affiliate Amazon. Donc, par exemple, ça, c'est un lien affiliate Amazon. Donc, ça veut dire que je touche un léger pourcentage si vous achetez un truc sur Amazon. Toutefois, tenez compte que ça ne changera rien au review. Genre, si un produit est mauvais, je le dirai. Et je vous inviterai à ne pas l'acheter. Par contre, bien sûr, si un produit est mauvais, je vous mettrai des alternatives avec aussi des liens Amazon pour des produits qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez certainement toujours le lien vers un produit intéressant. Par contre, pour les cartes graphiques, par exemple, j'en mettrai pas trop parce que genre, les cartes graphiques sur Amazon, il n'y en a pas trop, il manque de stock. Et tout ce qui est revendeur tierce, je ne mets pas de lien. Si ce n'est pas vendu directement par Amazon, vous n'aurez pas de lien automatiquement. Du coup, avant, j'avais des liens d'ailleurs. J'ai essayé les liens affiliate LDLC parce que selon moi, je vais être très honnête. Amazon, c'est pratique, mais je ne suis pas fan d'Amazon. Le truc, c'est que ils cassent un petit peu le marché et ils ont des conditions de travail plutôt bof. Et voilà, il y a plein de problèmes avec Amazon. Mais le truc, c'est que j'ai essayé LDLC, et je vous le jure, sur LDLC, pendant des semaines que j'ai utilisé, il y a, selon l'analytique LDLC, personne n'a rien acheté. Et je suis en mode, c'est chelou. Alors, LDLC n'est pas toujours le moins cher, et comme je le dis à chaque fois, prenez sur le site où c'est le moins cher, ou en tout cas le site qui vous arrange le plus. Donc ça ne m'étonne pas que les gens ne suivent pas forcément le lien, parce que
LDLC n'est pas toujours le moins cher. Toutefois, il y a plusieurs fois où il y avait des produits où LDLC était exactement au même prix que la concurrence. Et même, il y a des fois où ils avaient un excellent deal. Par exemple, il y avait la RX 5700, 570 plutôt, qui était à 140 €, un modèle MSI et tout, bien refroidi et tout. Et je sais qu'il y en a qui l'ont acheté, j'en suis sûr qu'il y en a qui l'ont acheté avec le lien. On voit les stats des gens qui ont cliqué, mais pas les gens qui ont acheté. Du coup, c'est bizarre, parce que par exemple, le premier lien Amazon que j'ai mis, c'était pour le Corsair HS60 Pro, il y a 2 personnes qui l'ont acheté. Donc, visiblement, il y a des gens à qui ça intéresse d'avoir le lien et juste, ils vont acheter si le produit est bon, si la review est bonne. Après, encore une fois, je ne mets pas des reviews bonnes pour que les gens aient acheté. Si le produit est mauvais, je mettrai juste des alternatives. Mais ouais, pour moi, c'est chelou. Je n'ai pas trop compris pourquoi, genre, il n'y avait aucun achat répertorié sur LDLC. Du coup, ma théorie, c'est peut-être que, comme je suis belge, ça ne compte que les achats en Belgique ou des trucs dans le genre. C'est largement possible, vraiment. Donc, ouais, j'ai arrêté d'utiliser les liens affiliates LDLC. Ça me dérange parce que je préférerais soutenir un site de vente français ou belge, ou un site de vente en tout cas plus petit que Amazon. Mais ouais, non. Ouais, c'est assez regrettable. J'espère qu'un jour, Top Achat fera peut-être des liens affiliates. Là, j'aimerais énormément les utiliser, mais en attendant, ouais, vous avez des liens Amazon. Donc, dites-vous que s'il n'y en a pas dans la description, c'est que je n'arrive pas à trouver un bon prix sur Amazon, donc ça ne vaut pas la peine de prendre sur Amazon. Et si vous en avez, ben, je prendrai toujours des liens où c'est du stock de chez Amazon ou du stock d'une société. Genre, il y a des fois, il y a des stocks des marques directement, mais que du bon stock, que les bons trucs. Et si vous achetez, encore une fois, ben, ça soutiendra un petit peu la chaîne. Mais après, si vous trouvez moins cher autre part, ne vous embêtez pas. Hein. Franchement, ne vous embêtez pas. Du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo de Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.